Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet. Sur Arte Radio. Entrez. Tiens à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au Hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Méfie-toi parce qu'un jour tu peux tomber sur un mec qui n'aime pas qu'on lui parle comme ça. Ah d'accord, vas-y, tape-moi dans la gueule, vas-y. Ah. Oh, bien, ça va encore une, ça va calmer les nerfs. Oh, bravo, mais c'est différent. Faites attention, il a un flingue. Qui ça? Moi? Jusqu'à présent, j'ai fait des efforts énormes pour être sympa. Je perds tous mes déguisements et je vais retrouver ma vraie nature, qui est d'être un salaud doublé d'un enfoiré. C'est l'histoire d'un mec qui anime un podcast sur l'écriture en invitant, depuis 2 ans, presque uniquement des romancières et des romanciers. Le mec prend beaucoup de plaisir à questionner en profondeur ses as du style, ses cracks de l'imagination, ses tatas flingueuses de la narration, mais quelque chose le chiffonne. Ce serait peut-être intéressant d'aller fouiner ailleurs, se demande le mec, qui aime bien parler de lui à la 3e personne en s'adressant à des gens qui ne sont pas là, ce qui est toujours un peu inquiétant, si vous voulez mon avis. Et le voici qui se met en tête d'interroger d'autres écritures, comme le théâtre, la poésie, ou celle qui va nous occuper aujourd'hui, le scénario. Extérieur jour, un après-midi à Paris, près de la gare du Nord, le mec frappe à la porte de l'un des plus grands réalisateurs et scénaristes de ce pays. Quand on écrit, on est un gangster impuni, jamais attrapé. Celui qui dit ça, c'est l'autre mec, Bertrand Blier, 83 ans. Un cinéaste avec 19 longs métrages au compteur. Du documentaire Hitler connaît pas, en 1963, jusqu'à Convoi exceptionnel, en 2019, dans lequel les personnages se font livrer les pages du scénario au compte-gouttes juste avant de jouer. Le gangster Blier a réussi de nombreux hold-up. Citons ses 5,7 millions d'entrées avec un film culte, violent, drôle, choquant, Les Valseuses en 1974. L'Oscar du meilleur film étranger pour Préparez vos mouchoirs en 1978. Ses 3 Césars du scénario en 1980, 1985, 1989 pour Buffet froid, Notre histoire est trop belle pour toi. Ce dernier film remportant aussi le Grand Prix du Festival de Cannes. Sans oublier, pour 1, 2, 3 soleils en 1993, le Grand Prix européen de la Mostra de Venise. Flegmatique, l'auteur scandaleux de Tenue de soirée se définit comme un écrivain de cinéma. Il a raison. L'extraordinaire musicalité de sa prose goguenarde, à la confluence de Céline, Kafka, Beckett ou du roman noir américain, a subjugué 3 générations de spectateurs. Outre ses activités sur grand écran, Blier a pu blier 2 pièces de théâtre, Les Côtelettes, Désolé pour la moquette, et 3 romans. D'abord Les Valseuses et Beau-père, qu'il adapta lui-même au cinéma, puis Existe en blanc, et son tueur en série belge obsédé par les soutifs, qu'il renonce à tourner en 2015. Des bouquins pleins de verve et d'humour désespéré, auxquels s'ajouta cet hiver un 4e roman, très réjouissant, Fragile des bronches, aux éditions Segers, écrit avec la collaboration de la journaliste Eva Bester. C'est le récit réinventé de son adolescence, entre premier amour, quinte de tout et naissance de sa vocation de metteur en scène, principalement composé de dialogues tendres et absurdes avec un style vif qui rappelle John Fante. Mais comment ce fils d'acteur célèbre, aux piètres résultats scolaires, s'est-il imposé, d'abord lentement, puis à toute blinde, façon Diesel, comme un auteur incontournable du 7e art? C'est le sujet de ce premier épisode, qui démarre plutôt calmos, les 2 mecs sont face à face, moteur, action, ça tourne. Bonjour Bertrand Blier. Bonjour. Merci de nous recevoir à domicile dans votre appartement du 9e arrondissement de Paris. On est tous en visite. On débarque, on fait un peu de tourisme et puis on repart. Pour démarrer cette conversation sur l'écriture, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre,
à votre univers littéraire et cinématographique. Un seul mot. Le bordel. C'est la sensation que j'ai quand j'écris. Et que la forme prend trop d'importance. Parce que c'est le reflet de ce qu'on essaye d'arranger, on essaye de mettre de l'ordre. Dans l'écriture ou dans le tournage d'un film, on essaye toujours d'organiser, mais on n'y arrive pas. Donc c'est le bordel. Et donc ça échappe aux personnages, ils finissent par eux-mêmes dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ben, ça échappe à tout le monde. Faut pas se séparer. Mais pourquoi, bordel? J'en sais rien, un pressentiment. Et le mot qui revient trop souvent dans vos romans et dans vos films, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois. L'amour. Le mot amour. L'amour, oui, l'amour des femmes, l'amour des enfants, tout ce qui est amour. C'est un peu énervant. Pourtant, c'est presque le sujet principal de vos 19 longs métrages. Oui, oui, oui. C'est un sujet, mais on ne le traite pas. On tourne autour. Et on a beau se dire qu'on ne va pas le mettre sur le papier, finalement, ça vient sur le papier. L'amour rend un peu imbécile. À travers tous vos films et tous vos livres, j'ai aussi remarqué qu'il y a quand même un mot, un autre mot, que vous employez tout le temps. Je suis peut-être con, mais j'ai des doutes. Ah, ça pourrait être compté, con, hein. Je veux bien être con, mais il y a des limites. À toutes les sauces. Ah merde alors. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme. C'est peut-être votre mot préféré. Arrête tes conneries, je t'en prie. Oui, ben ça c'est normal. On est en France quand même. Bertrand Blier, vous êtes né en 1939 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes le fils aîné de 2 artistes. Parlons d'abord de votre mère, Gisèle Brunet, à laquelle vous rendez joliment hommage dans ce dernier roman, Fragile des bronches. Une femme, je cite, douloureuse, que vous avez beaucoup vu pleurer. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur sa tentative de suicide à l'heure du repas. Gisèle veut se balancer par la fenêtre. Sa vocation précoce de pianiste fut hélas contrariée par la guerre et la vie de famille. Cependant, en jouant très souvent devant vous du Chopin, les valses, les nocturnes, elle vous transmet un goût profond pour la musique qui imprègne votre oreille et votre œuvre de toutes parts. Alors l'écriture, c'est une musique aussi. Est-ce que pour vous, une phrase acceptable, c'est une phrase qui sonne, qui cogne, qui swing? On pourrait dire que tout ce que j'écris est musical. C'est lié à mon oreille. Il faut avoir une bonne oreille et la faire travailler. À chaque fois que vous écrivez des répliques, est-ce que vous les dites à voix haute, par exemple, pour voir si ça sonne? Mais c'est bien de les avoir dans un coin de l'oreille et de les répéter pour voir s'il n'y a pas un petit truc plus marrant à trouver. J'ai jamais pu terminer Proust. C'est qui c'est, Proust? Oui, monsieur. Ouais. J'ai jamais dépassé un amour de Swann. Parce que figure-toi qu'à chaque fois que j'essayais d'ouvrir le tome 4, on aurait dit que ça déclenchait un disque. Hein, tous les soirs, pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal. C'est bien ça, mon père, ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'Église est très incomplète à ce sujet-là. Passons à votre père. Un certain Bernard Blier, acteur incontournable du cinéma français et italien, qui a tourné près de 200 films en un demi-siècle, parfois dialogués ou réalisés par Michel Audiard. Blier senior a joué sous la direction d'Henri Verneuil, de Mario Monicelli, donné la réplique à Jean Gabin, Louis de Funès ou Pierre Richard, et accédé à l'éternité via des classiques comme Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, Série Noire d'Alain Corneau, ou bien sûr Votre Buffet Froid. C'est justement votre père qui lit parfois 3-4 heures par jour, peinard sur le divan, qui vous refile le virus de la lecture, qui vous apprend à aimer les livres et à en parler. Dans une interview particulièrement fournie menée il y a quelques années par votre amie Eva Bester, j'ai appris que votre père vous fait lire très jeune Alphonse Daudet, Jack London, Jules Verne et une collection de contes et légendes qui changent à chaque livre, contes et légendes de l'Odyssée, contes et légendes du Moyen-Âge, contes et légendes du Limousin. Le Limousin, ça me dit rien. Cette collection était merveilleuse. Mon père, il achetait des livres tous les jours. Oui, il était collectionneur de livres anciens. Les livres anciens, oui. Et aussi grand consommateur de la littérature de son époque. Or, en ces temps reculés, dans les années 40, 50, les bouquins qui sortaient n'étaient pas toujours massicotés, les pages étaient cousues entre elles. C'est d'ailleurs votre premier boulot payé. Il vous demandait de couper les pages avec un coupe-papier, 1 franc par livre. J'aimais beaucoup ça. Il y a une odeur qui est merveilleuse, un bruit qui est très agréable. Et à l'arrivée, on a un livre, Ouais. prêt à être lu. Donc ça, c'est un truc qui m'a fasciné dans toute mon enfance. J'ai beaucoup coupé les livres. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard. 2147. Un amour, Busati. Un autre. Vite, 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 vite. C'est marrant parce que quand on est écrivain ou
réalisateur sur sa table de montage, on est amené à couper aussi. On coupe, mais parfois, on rallonge. Il est bien ton bouquin? Casse pas des briques. Il le tient. Je comprends rien. Où on dit couper aussi à des acteurs une fois que la prise est terminée. Jean Renoir, et puis, il tournait le plan, mais il finissait pas. Il continuait à tourner, parce qu'il aimait bien que ça tourne. Ah ouais. Et à la fin, il disait couper. Il disait, vous êtes épatant, vous êtes vraiment épatant. On va la refaire. On va peut-être avoir mieux encore. Un buffet froid, c'est aussi le surnom qu'on pourrait donner à une bibliothèque, si on regarde les livres avec appétit. Et alors là, attention les yeux, événement déterminant de votre enfance, votre père a un jour l'idée de faire construire une bibliothèque dans votre chambre pour abriter toutes les publications récentes, les polars de la série noire au grand complet. Ce sont les premiers livres que vous lisez avec gourmandise et par goût de l'interdit. Vous lisez jusqu'à 3h du matin avec une lampe torche. Bon, les résultats scolaires s'en ressentent. Oui, comme quoi les études, c'est pas aussi important qu'on le dit. Je voudrais qu'on fasse une pause sur ces romans noirs. Qui sont, à l'époque, vos titres et vos écrivains préférés dans le genre? James Hadley Chase. Quand on met dans un rayonnage La chair de l'orchidée, par exemple. De Chase. Mais les gamins, ils sortent des livres et ils les lisent. Donc finalement, ça m'est arrivé de lire la totalité de la bibliothèque qui était dans ma piole. Lire des choses qui n'étaient pas de mon âge, mais qui m'amusaient beaucoup. Dans la bibliographie de James Hadley Chase, il y a aussi des titres comme Vipère au sein ou 12 balles dans la peau. Oui. Pour un gosse, c'est attirant. Mais c'est attirant. Si jamais vous m'entendez hurler dans la nuit, ne vous effrayez pas. Il m'arrive d'avoir des cauchemars. Alors pourquoi il est là, votre couteau, sur la table? Parce que t'as déjà remarqué le nombre de gens qui, dans le métro, ont des têtes à se faire assassiner? Non. C'est fou, ce qu'il y en a. Les romans noirs, je les ai lus, ils étaient là, je les ai tous lus. Parlons maintenant d'un écrivain au nom de fille, présent aussi dans cette chambre d'enfant, Céline. Quel fut l'impact du voyage au bout de la nuit sur votre vie? Comme tout le monde, j'ai été matraqué, sonné, émerveillé par cette lecture. Je l'ai lu une première fois vers 10-11 ans. Je crois que j'ai dû le lire 3 fois. C'est un livre qu'il faut lire régulièrement. Son style à Céline, reconnaissable entre mille avec ses envolées lyriques ou colériques, sa jactance popue, ses points de suspension et d'exclamation, tout ça, ça a été souvent imité. On dit même, en référence à Céline, quand on retrouve avec bonheur ou lassitude des manies stylistiques d'un auteur ou d'une autrice, qu'il ou elle nous rejoue sa petite musique, qui est une expression un peu insupportable. Mais bon, comme l'image est claire et que je m'adresse à un mélomane fils de pianiste, jusqu'à quel point la petite musique de Céline a été pour vous un tremplin, un maître étalon, un modèle pour faire naître des personnages, des sentiments, des idées ou des situations? Il y a eu un moment où j'en ai pris conscience. Je lisais du Céline, je relisais du Céline et c'était mon lieu de prédilection. J'étais là, toujours dans le coin, dans les roseaux. C'était quand même le mec le plus de mauvaise humeur qui a existé, je crois. On a en France des gens qui sont des spécialistes de la mauvaise humeur. Particulièrement des écrivains ou des acteurs. Céline était le professeur de mauvaise humeur, c'est la quintessence. Et qui a regardé sa correspondance, les textes qu'il a écrits pour son éditeur, on lui fait un compliment, il répond « Vous dites ça pour m'emmerder ». Il est de toute façon contre. Il y avait des tas de choses que j'aimais beaucoup plus. La littérature française, c'est pas rien quand même. Je mets Céline au-dessus des autres, mais si on me parle de Stendhal, je dis ok, c'est pas mal non plus. On va y venir. Vers la fin de votre dernier roman en date, Fragile des bronches, vous évoquez votre rencontre adolescent à Saint-Paul-de-Vence, en Provence, en vacances, avec le cinéaste Henri-Georges Clouzot. Votre première conversation avec Clouzot porte pendant 2 heures sur Stendhal et son roman Lucien Leuwen. Clouzot et ses sourcils fournis sont étonnés que vous soyez capable à 16 ans de disserter sur ce roman d'amour et d'apprentissage d'un jeune polytechnicien, roman écrit en 1834 après Le Rouge et le Noir, mais publié 60 ans plus tard, posthume et inachevé, car l'auteur craignait la réaction du gouvernement. Dans ce roman, Lucien Leuwen, il y a une phrase que j'ai trouvée, on dirait presque du blier. Qu'est-ce qu'un amant? C'est un instrument auquel on se frotte pour avoir du plaisir. On est loin d'Audiard quand même.
donnerais cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait Le bateau ivre. Dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous. À Saint-Paul-de-Vence, Clouzot, quand vous le rencontrez, est en train de monter son film « Le mystère Picasso », qui sera présenté à Cannes en 1956. C'est un documentaire sur le mystère de la création. Le peintre espagnol peint quasiment sous nos yeux. Alors vous voyez ce film à 16 ans en projection privée, et cela vous bouleverse, révélation. Peu de temps après, vous dites à votre père « Je veux être metteur en scène ». Or, voir naître le geste artistique, c'est à la fois le sujet et la forme du film, jusqu'aux coulisses de fabrication, puisque Clouzot apparaît lui-même dans Le mystère Picasso. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment de cette projection ? On voit des tableaux de Picasso naître sous nos yeux, se déformer, grandir et se détruire, etc. C'est très beau. Puis je l'ai montré à mes enfants. C'est un film qu'il faut montrer aux jeunes. Être le copain de Picasso, c'est une bonne planque. On peut filmer des tableaux, on peut faire parler le mec. Ça m'a longtemps fasciné, même encore aujourd'hui. Clouzot est dans le film aussi, et on le voit de temps en temps parler avec Picasso sur la toile est terminée, est-ce que tu continues, tu t'arrêtes, à quel moment l'œuvre est finie. Est-ce que vous, ça vous donne aussi l'envie de vous dire, moi je pourrais être ce patron-là, je pourrais être celui qui dirige le plateau ? Évidemment, puisque c'est le plus beau métier du monde, être metteur en scène de cinéma. Donc ça, je l'avais perçu, mais je ne savais pas que c'était à la portée de tout le monde. C'est vrai que quand on voit Clouzot travailler, on ne pense pas « je vais être Clouzot », on pense « qu'est-ce que c'est que ce mec, c'est génial ». Et après, quand on est plus âgé, on se dit « oui, voilà, c'est lui que je veux être ». Parce qu'on est beaucoup plus prétentieux après. Alors avant de devenir un héritier de Clouzot, avant de devenir même Bertrand Blier, il y a un peu de chemin. Vos études ne sont guère brillantes. Vous obtenez votre bac de justesse, vous avez 2 en philo. Et vous vous arrêtez là. Vous n'aimez rien, à part lire, le jazz et un peu le tennis, que vous ne pratiquez pas, surtout pas. Mais comme Roland Garros est à côté de la maison, ça donne une bonne raison de sauter les cours. Ajoutons à cela que vous êtes souvent malade, fragile des bronches, vous toussez énormément, donc la lecture est une compagne de prédilection, fidèle et captivante. Oui, c'est bien résumé, mais j'ai beaucoup toussé. C'est très emmerdant. Il y avait quelqu'un qui me soutenait dans les nuits difficiles que je passais. C'était ma mère. Quand elle m'entendait tousser, elle se levait, elle venait me voir. Et elle me disait « tu tousses ?» Je disais « non, 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 non ». Et je toussais pendant un quart d'heure. Alors là, elle me disait « mais tu veux pas venir dans la cuisine, on pourrait manger quelque chose ?» Non, je disais « non, non ». Si tu veux qu'on joue à quelque chose, on peut faire une partie de Monopoly. Et ma mère, qui était une femme délicieuse et toujours d'accord pour faire des trucs cons, si tu veux, en faisant un bon Monopoly. Mais il est quand même 3h du matin. Ben ça fait rien, on va jouer en silence. Et on jouait une partie de Monopoly qui durait jusqu'à l'aube. À la fin de la partie, je ne toussais plus. Mais j'avais perdu. Vous avez gagné du coup ? Oui. Vous avez gagné la paix, à défaut d'avoir la rue de la paix. On n'a pas beaucoup, mais on peut avoir les Champs-Élysées aussi. Au fil de votre adolescence, au collège ou au lycée, est-ce que vous-même, vous écrivez des nouvelles, des romans ou de la poésie ? Bon, rien du tout. Quand on ne sait pas le faire, il ne faut pas écrire. Je manquais de matériel. J'étais dans un milieu trop confortable. Il aurait fallu que je sois un loupard, un voyou, que j'attaque des banques. Là, ça aurait été intéressant, mais là, bon, 16e arrondissement, tout ça. Grâce à votre père et ses connaissances dans le milieu, vous devenez à 20 ans, en 1959, assistant stagiaire du film « Oh, que mambo !» avec le fameux chanteur d'opérette franco-turc Dario Moreno, réalisé par l'américain John Barry. Ce tournage, où vous officiez en tant que grouillot à tout faire, vous permet de croiser la route de Michel Serrault ou de Jean Carmet, qui tourneront dans vos films à de nombreuses reprises. En 1960, vous voyez 3 fois de suite À bout de souffle de Jean-Luc Godard à sa sortie. C'est un bon gros choc en termes d'écriture, de rythme et de liberté.
Le rythme et liberté, oui. L'écriture, je sais pas. Ça va trop vite. Il ne faut jamais freiner. Comme disait le vieux père Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s'arrêter. Merde, l'applicaille. C'est un film merveilleux. Très bordel. Mais je l'ai vu, je sais pas, 3 ou 4 fois. Tu connais William Faulkner? Non? Qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. En 1960, aussi, Georges Lautner vous embauche comme second assistant sur Arrêtez les tambours, poste que vous conserverez auprès de lui pour ses films suivants, Le Monocle Noir, Le Septième Juré, En plein cirage. Puis, on vous confie la réalisation d'un documentaire sur la jeunesse, Hitler connaît pas, que vous acceptez un peu comme un coup de poker, qui sera monté à Cannes en 1963 et qui sort en salle quelques mois plus tard, sans succès, mais ça vous vaut d'être remarqué par la critique pour vos choix de montage et de mise en scène. Vous recevez des propositions, mais vous êtes, je cite, mal à l'aise, pas mûr, pas prêt à vous lancer dans quelque chose d'important, parce que vous n'avez encore rien écrit et que vous n'en éprouvez pas encore l'envie. Cependant, vous avez un coup de foudre total pour un roman, L'écume des jours de Boris Vian, qui est sorti en 1947. Qu'est-ce qui vous subjugue précisément dans cette extraordinaire histoire d'amour malheureuse avec des nénuphars qui poussent dans le cœur? Le choc est esthétique. C'est un roman merveilleux qu'on lit d'une traite et qu'on relit tout de suite d'une autre traite. Ça se voit pas comme ça parce que vous ne me connaissez pas bien, mais là, je suis sous influence actuellement, par exemple. En ce moment même? Ah bah oui. Dans ce salon-là? Le bouquin est là, je le vois. Comme un trésor. Comme inspiration, comme réserve de merveilles. Vous vous mettez en tête d'adapter L'écume des jours à l'écran. Les droits sont acquis par un producteur et vous y travaillez d'arrache-pied pendant 1 an avec un copain, Antoine Tudal. L'acteur Michel Simon accepte de jouer le rôle du cuisinier Nicolas et vient travailler avec vous, mais vous sentez que c'est trop gros pour vous. Le projet présenté est trop cher et le producteur abandonne. Le problème, c'était juste une histoire de fric. Votre adaptation, sinon, elle était bonne? Elle était pas mal. Moi, je voulais le faire à ma manière. Pour moi, c'était une comédie. On devait se marrer beaucoup. Après votre déception sur L'écume des jours, vous écrivez pendant 1 an une histoire originale, tout seul, sur des cinéastes amateurs en vacances. Avec des gens qui se filment à leur insu et qui se filment des secrets. D'amour, évidemment, et de trahison. Quand ils font la projection des films qui ont été montés à partir de là, ils découvrent l'horreur de leur vie. Ce que l'homme voudrait, c'est vivre plusieurs vies. C'est pas possible parce qu'il n'en a qu'une. Et en plus, elle est courte. Votre copain Antoine Tudal vous propose l'histoire qui sera la base de votre premier long métrage de fiction, intitulé « Si j'étais un espion ». Un médecin parisien doit soigner un homme croisé jadis en Pologne derrière le rideau de fer. Le film obtient l'avance sur recette, vous passez à l'écriture en développant le scénario avec quelques collaborateurs amis. Moi, j'étais à l'époque trop timide pour aller tout seul à l'écriture. Il fallait que je sois un bataillon. Donc j'avais des copains qui venaient 8 jours, 15 jours, qui travaillaient, je gardais le papier, puis ils partaient. Et puis on recommençait avec d'autres, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait écrire un scénario dans des conditions très baroques. On peut être très sérieux, mais on peut aussi écrire des conneries et on les tourne. Et ça marche. Alors que le film est pas très drôle. Alors? Pas très drôle et pas très réussi. Le résultat est négatif, comme prévu, n'a rien. Monsieur Vollard à l'appareil. Je crois qu'il faut revenir, docteur. Ça ne va pas mieux. Vous tournez Si j'étais un espion avec une certaine gravité, en noir et blanc. Les acteurs principaux sont votre père, Bernard Blier, et Bruno Kremer. Sérieux et froid, Si j'étais un espion sort en 1967 et vous vaut d'être comparé à Hitchcock dans Paris Match. Mais ça ne marche pas du tout, c'est un bide en salle, à peine 77 000 entrées. Cet échec vous fait l'effet d'un désastre, toute votre assurance acquise sur le plan technique ou de la direction d'acteurs s'écroule, alors vous accumulez les projets. Vous écrivez l'histoire d'un garagiste qui accepte de louer une voiture à l'OAS, cette organisation clandestine opposée à l'indépendance algérienne. Personne ne veut de cette histoire? Je voulais le faire avec mon père et Simone Signoret. Et il se retrouve mêlé à une affaire d'espionnage qu'on avait du mal à maîtriser, mais qui était intéressante. Vous écrivez ensuite
En passant par la Suisse, votre premier scénario totalement personnel et autobiographique. C'est l'histoire d'un jeune couple en quête d'une personne pour un avortement. Le garçon veut garder l'enfant, la fille non. Le film ne se fait pas. Pourquoi ? Ça a failli se faire, mais à la fin, j'ai changé de projet et j'ai fait Les Valseuses, que j'avais écrit entre-temps. De tous ces films que je n'ai pas tournés, il ressort que j'ai appris à écrire. C'est comme ça que je suis devenu un auteur. Ce qu'il te faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. Ça te calmerait. Pourquoi t'as abandonné tes recherches ? À quoi ça sert que je cherche du boulot, puisque quand je cherche du boulot, j'en trouve pas. Alors, puisqu'aucune de ces histoires ne sont acceptées nulle part, vous glissez, je cite, vers la clochardisation de luxe. Vous êtes au chômage depuis 7 ans, vous êtes célibataire, vous dormez chez les copains. Le soir, il venait manger un morceau à la maison. On essayait de lui remonter le moral. On lui faisait la conversation. On avait l'impression de le porter à bout de bras. Ça va peut-être s'arranger. Mais je crois que la seule chose qui lui permettait de tenir le coup, c'était quand Nicolas se levait, à la fin du repas. Vous décidez que vous n'irez pas plus loin que la trentaine. Si rien n'arrive avant cette échéance, vous abandonnerez le cinéma. Georges Lautner sera la première personne à accepter l'un de vos scénarios, en 1970. C'est celui de « Laisse aller, c'est une valse », une comédie policière que vous écrivez en un week-end et dont vous co-signez les dialogues. Rempli de cascades, de baffes et de gangsters à la gomme armés de pistolets à silencieux qui font... Le film sort en 1971 avec au casting Jean-Yann, Mireille Darc et Bernard Blier. Georges Lautner remanie sensiblement l'histoire que vous lui proposez pour « Laisse aller, c'est une valse ». Qu'est-ce qu'il a changé ? Il a tout changé. Il avait cette manie détestable, je l'aimais beaucoup, mais il avait tendance à avoir le stylo facile. Il avait des mecs qui travaillaient pour lui. Puis après, il remerciait, il disait « Je vais faire quelques petites touches, mais lundi, on est prêt ». Il s'enfermait dans son bureau et il réécrivait entièrement le scénario. Alors c'est là que vous prenez conscience de votre statut d'auteur et quand on commence à vouloir modifier vos idées, vous commencez à avoir envie de sortir votre couteau. Utilisez une nouvelle fois votre couteau. Ce qui me mettait de très mauvaise humeur. Mais enfin, c'est la première fois où j'ai gagné de l'argent avec mon stylo. Là, j'ai écrit complètement l'histoire et on l'a tourné. Il est sorti en salle, je me suis retrouvé toujours chômeur, mais connu comme scénariste. C'est déjà un progrès. Notons que quand vous recevrez en 1989 le César du scénario pour Trop belle pour toi, vous tirez votre chapeau à Lautner, la première personne qui vous a fait confiance alors que vous étiez dans le trou. À 30 ans et des poussières, vous vous sentez ringard. Selon vos propres termes, vous vous faites chier, vous êtes au chômage, vous êtes en colère. Alors, vous tapez d'un jet à la machine, dans un état second, en quelques jours, les 30 ou 50 premières pages d'un roman qui deviendra Les Valseuses, de la mauvaise humeur à l'état brut. Vous l'écrivez, dites-vous, à l'américaine, mais avec un doigt méchant, teigneux. Ça veut dire quoi, écrire à l'américaine ? On tue facilement. En français, on met les gants quand même. On met les formes, on fait attention. En Amérique, on s'en fout. Ça flingue, les femmes meurent, les hommes vont en prison, il n'y a pas de problème. C'est un pays où ça marche. Pour écrire, c'est bien. Non, avant de porter plainte, il faut que vous sachiez un truc. Mon copain et moi, on a déjà eu une histoire il n'y a pas tellement longtemps dans un prise unique avec les flics et tout. Alors, on est comme en sursis. Hein. Prochain coup, on est bon pour la tôle. Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On n'a pas envie. Pauvre petit con. Moi, je vais vous y conduire en tôle. Si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous. Pas d'erreur possible, on est bien en France. Attention! Vous démarrez votre affaire comme une sorte de série noire que vous oubliez vite pour laisser place à un état de colère célinienne. Vous relisez d'ailleurs, pour écrire Les Valseuses, Voyage au bout de la nuit de Céline pour vous donner un coup de pied au cul pour vous réveiller. Vous faites lire à des amis qui vous poussent à poursuivre. Le représentant de la Paramount à Paris prend une option sur les droits. Ça vous aide financièrement à aller jusqu'au bout du projet. Et vous vivez, je cite, un an de bonheur total avec un plaisir extrême à écrire, à votre grande surprise. C'est là que vous réalisez qu'écrire, c'est peut-être ça, votre talent, davantage encore que la mise en scène ? La mise en scène, c'est un cadeau génial. C'est pas un boulot, quoi. C'est du gâteau au chocolat avec de la merde à côté, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ?
Être metteur en scène de cinéma, pour moi, c'est le plus beau des métiers. Le deuxième métier intéressant, c'est d'être écrivain. J'aimerais savoir d'où vous est venue cette histoire de deux loupards à la dérive, sans une thune en poche, qui piquent une bagnole et sèment la merde partout où ils passent, en kidnappant au passage une champouineuse. Comment est-ce que ça monte en vous, précisément, cette histoire ? J'ai ouvert Le Voyage au bout de la nuit, j'ai pris la phrase. Ça a commencé comme ça. Moi, je n'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc, place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. J'ai démarré de la même manière. On est des cons. On est des cons, on a commencé par piquer une bagnole et puis... On l'a rapporté à son propriétaire. Ça, c'est du Céline. C'était un grand plaisir, surtout que ça marchait, c'est-à-dire que je me mettais le matin devant le papier, et j'avais 80 pages le soir. Ça poussait comme un champignon vénéneux, quoi. Vous avez dit une fois que cette histoire provenait aussi de vos mois d'enquête à travers la France pour le documentaire « Hitler connaît pas ». Des rencontres parfois terrifiantes avec plusieurs centaines de jeunes de 20 ans de l'ouest de la France, travailleurs ou placés en foyer d'éducation spécialisé. Vous avez par exemple un souvenir assez fort de cette gamine enceinte à 12 ans dans un foyer de mère célibataire qui serre contre elle sa poupée. Oui, bien sûr, mais ça c'était l'aspect journalistique. Faire parler des jeunes, interviewer des jeunes, essayer d'aller voir un peu ce qui se passait là, dans les caves du pays. Je me suis mis à écrire en pensant aux personnages que j'avais rencontrés pour faire Hitler connaît pas, et en pensant à eux, j'avais leur dialogue qui était tapé, que j'utilisais. J'en avais 12 ou 15 à ma disposition. C'est devenu une espèce de bouquin bizarre. Le roman est dédié à votre ami Philippe Dumarsais, un scénariste pataphysicien, amateur de Jarry, de 7 ans votre aîné, qui est l'une des personnes qui vous a le plus apporté dans votre vie, avec lequel vous écrirez le script des Valseuses, puis celui de Calmos. Alors qui est ce monsieur ? Pourquoi lui dédier le livre ? Et que vous a-t-il apporté justement ? D'abord, c'était un ami, un type délicieux, très drôle, acteur. Il me poussait, il me mettait le feu au cul. Et c'était bien, il avait raison. Tous les 15 jours, vous allez lui lire chez lui de nouveaux chapitres du roman et il vous encourage comme un entraîneur. Au bout de 8 mois d'écriture, Philippe Dumarsais vous envoie aux éditions de Minuit chez Jérôme Lindon qui publie Samuel Beckett ou Marguerite Duras. Et Lindon vous dit « Je ne serai pas l'éditeur de votre livre, mais vous êtes un écrivain. » Et vous déclarerez plus tard que c'est le plus beau compliment de votre vie. Ah oui, lui, c'était le dieu de la littérature. Il me manquait un petit peu de tonus pour finir l'écriture. Il me l'a donné en disant « Vous êtes un écrivain ». Je suis rentré chez moi, hop. Au sujet de Philippe Dumarsais, vous avez dit « Je lui ai toujours lu ce que j'écrivais, les films, les romans. Les grandes rencontres, il ne faut pas passer à côté. On dirait une histoire d'amour entre vous. » C'est une histoire d'amitié. Des mecs très difficiles, hein, des mecs qui disaient « Ça fait 40 minutes que tu nous lis ce truc, c'est de la merde. Fous-le en l'air. » On se parlait comme ça. Et vous les écoutiez ? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'ils étaient plus intelligents, ils étaient malins, quoi. Ce premier roman est publié chez Robert Laffont en 1972, il y a pile un demi-siècle. Il se vend à 50 000 exemplaires. Très beau succès. Les coups de fil de producteurs affluent et vous décidez de le porter vous-même à l'écran. Comment est-ce que vous avez procédé avec Philippe Dumarsais, très concrètement, pour transformer en scénario cet énorme manuscrit ? Il faut des flingues, du tabac, un alcool, et puis voilà. Sérieusement ? J'ai renoncé à pas mal de choses parce que le roman était très fourni. Trop violent, trop dérangeant. Donc il y a des scènes que j'ai mises au panier, on écrit la scène, on la déchire, on la met au panier. C'est fréquent dans les écritures de scénario, il y a toujours, disons, une centaine de pages qu'on utilise pour faire le film, et puis derrière, il y a 300 pages de brouillon qu'on n'a pas utilisé, et qui parfois sont très bons. Il faut faire vite et fort en gueulant. Oui, en étant très mal élevé. Avec ce scénario, vous vouliez jeter une grenade dans un paysage trop calme. Vous allez en prendre plein la gueule et vous allez être content, pensiez-vous, de vos spectateurs en héritier d'une tradition paillarde qui remonte à Rabelais. Comme il est, selon votre formule, ignoble de grossièreté, le scénario n'était pas présentable. Alors vous avez dit, dès que ça devient raisonnable, ce qu'on écrit, poubelle. Mais il faut garder tout ce qui est timbré. Comment distinguer le timbré de qualité et le timbré un peu foireux dans ce qu'on écrit ?
Le timbre foireux, c'est facile, tout le monde en écrit. Parfois, on n'a pas le recul et parfois, on se gourre. Et c'est une catastrophe. Est-ce que vos producteurs vous ont offert, au fil de vos films, justement ce recul-là, l'œil extérieur? Est-ce que de temps en temps, ils vous disaient « Bertrand, le film est vraiment très beau, mais alors la fin, on comprend rien. Est-ce que tu voudrais pas changer ?» Ils m'ont laissé tranquille et ils ont fait confiance. J'ai pas le souvenir de bataille acharnée pour regarder des scènes et tout. Il y avait des scènes que je n'osais pas tourner et un de mes producteurs me disait « Vous n'avez pas confiance ?» C'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics? Des gens comme vous, ça m'étonnerait. J'avais un revolver dans ma poche. Pourquoi t'as pas gardé cette scène-là? Je lui disais, mais je peux pas tourner ça, c'est pas possible. Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir m'a même pas effleuré. Et là, il me disait, fais cette scène-là et fais-en plusieurs comme ça. Moi, je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi? Jambes en l'air. Garçon, fille. Je voulais du cul, quoi. Je voulais que ça soit chaud. Le genre mélange. Et moi, j'étais quand même un peu timide à l'époque. C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. J'y allais pas franchement comme aujourd'hui, quoi. Mais je me suis laissé faire. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme. Ils m'ont entraîné, ils ont été des remarquables producteurs, très bons. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? C'est-à-dire qu'ils donnaient l'envie de faire le film, les moyens pour faire le film. Et finalement, ils m'ont fait faire le film que j'avais en moi, mais caché. Donc c'est sorti d'un coup comme un alien. Alien 1. Ils m'ont fait faire une espèce de mon alien que j'avais en moi, mais je ne le savais pas. Ça me démangeait un peu, mais les choses se sont ouvertes et la bête est sortie. Du ventre. Vivante. Du ventre. Du ventre. Mais elle est toujours là, la bête est toujours là. Elle bouge un peu, de temps en temps, ça remue. En 1974, Les Valseuses est un gros succès avec plus de 5 millions d'entrées. Tout le monde en parle. On vous traite de pornographe, voire de nazi. L'un des étrons les plus fumeux de notre époque, Éric Zemmour, a écrit dans son torchon Le Suicide français que Les Valseuses est le premier truc qui a fait s'effondrer la culture française. Ah oui. Je l'ai lu, ça, je suis allé dans une librairie, je voulais pas acheter le bouquin. J'ai regardé les premières pages et je suis tombé là-dessus. C'est admirable quand même. Qu'un film fasse s'écrouler un pays comme la France. C'est presque un compliment. Ah oui, c'est sûr. Il faudrait que je m'en serve d'une manière ou d'une autre. En apprenant ça, vous avez dit une fois, c'est pas faux. Il y a eu des dégâts. Il y avait des gens qui avaient des pensées mal intentionnées, qui les gardaient pour eux. Et tout d'un coup, le film a fait que toutes ces pensées-là, c'est-à-dire la violence, le vol, le viol, tous ces trucs-là, sont sortis en plein soleil. Les jeunes gens n'avaient pas le droit d'aller voir le film. Il y avait une interdiction, au moins de 18 ans, et donc quand ils étaient devant le cinéma, il y avait toujours des files de gamins qui voulaient rentrer voir le film, parce qu'ils savaient ce que c'était, mais ils ne savaient pas comment rentrer. Alors ils cherchaient des portes dérobées pour rentrer par les chiottes dans des cinémas. Ils voyaient le film en essayant d'éviter la police. Les jeunes, hein, bien sûr, parce que les vieux, ils n'y allaient pas. Votre père, il y est pas allé? Ah, mon père, il a vu le film tout de suite. Ça lui a plu? Ah bah oui, mais mon père, c'était mon père. Ça l'a enthousiasmé? Il aimait bien son fils. Il était scotché parce que lui, il n'avait pas fait de film comme ça. Il y a une différence énorme entre Quai des Orfèvres de Clouseau et Les Valseuses. Ouais, c'est vraiment deux générations et un nouveau monde qui débarque, quoi. Ouais. Je vais lire maintenant un extrait du roman Les Valseuses, une scène qui est vers la fin, qui n'est pas dans le film, et si vous voulez, vous pouvez intervenir. Voilà ce qui me manque le plus. Une saine activité. Allez, je me retrousse les manches. J'ouvre un salon au Puy. Chez Jean-Claude et Pierrot. Les deux frangins coiffeurs. La mise en pli pris choc. Et on bosse d'arrache-pied. Ma mère, elle tient la caisse. Elle taille la bavette aux clientes. Son oreille est disponible pour toutes les maladies. Nous, on tricote du peigne. Un jour, ma montre, elle tombe en panne. Je me pointe chez l'horloger du coin, je pousse la porte à grelots, j'avance dans une forêt de tic-tac. Ça sent la scie et la réglisse. Elle s'approche pudiquement. « Monsieur,
une façon de dire monsieur qui vous atteint au cœur. Pendant qu'elle examine ma montre, l'autopsie à la loupe, moi, je rêve sur sa nuque, si fragile sous les couettes. Un autre jour, elle arrive au salon, criante aux yeux baissés et c'est moi qui la coiffe, la boucle et la parfume. Sous le casque, elle feuillette un magazine de cinéma. Marie-Ange et Jean-Claude. Un jeune ménage qui rend jaloux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mariage aussi réussi. Bertrand Blier, Les valseuses. Dans l'une des premières versions du script, Pierrot, Jean-Claude et Marie-Ange mouraient dans un accident de voiture, ce qui n'arrive pas dans le roman. Mais le distributeur américain du film vous a conseillé de les garder en vie. Alors vous êtes resté plus évasif et leur bagnole rentre dans un tunnel. Le distributeur qui voulait acheter le film est venu me voir et m'a dit « Tu peux pas les tuer, ils sont trop sympathiques. » Ok, quand est-ce qu'on se met au travail ? Il faut une salle de montage et on refait la fin. Ça m'a pas du tout angoissé. Donc j'ai refait la fin, mais ça m'a pris 2 jours de réflexion. C'est quand même marrant pour un roman et un film aussi subversif que vous ayez finalement cédé à la tentation du happy end. C'est pas un happy end, c'est un... Ils partent pas vers le bonheur quand même, ils partent vers une espèce de cagibi épouvantable qui est la vie dans le tunnel. Ouais, mais au départ, ce qui était écrit, c'est la roue de la bagnole se barre et il crève. Bien sûr. Et si vous voulez, je peux vous le refaire, le film. À suivre sur arteradio.com. Enfin voilà, vous savez tout sur moi. Au revoir, bah écoutez, c'était sympa, alors, merci. Écoutez, on se reverra à notre occasion. Fin du chapitre. Bookmakers. Les écrivains au travail par Richard Guettet. Sur Arte Radio. Et tout à coup l'étincelle, la délivrance, la porte qui s'ouvre, tout qui s'organisait, tout qui se mettait en place, les pourquoi, les comment. J'avais toutes les réponses. J'y croyais plus et c'était là. Simple, lumineux, après tant de piétinement. Mon amour, mon amour. Je me mets devant mon papier et hop, black, ça commence à couler, dis donc. Sans rature, d'un seul jet, une source qu'on croyait tarie, et soudain, elle se réveille. Pas de fatigue, pas d'angoisse, même pas envie de manger, même pas envie de pisser, et les heures défilaient. Et j'écrivais toujours, nom de Dieu, nom de Dieu. J'ai même failli rater ton train. C'est une petite réplique anodine prononcée par Gérard Depardieu dans Préparez vos mouchoirs, qui fonctionne bien pour illustrer l'écriture scénaristique pratiquée par Bertrand Blier. J'aime casser des cloisons le dimanche. En 60 ans de carrière, notre hôte s'est appliqué à déconstruire ses récits, piéger le spectateur, le déconcerter, comme avec le jeu de massacre de Buffet froid, l'histoire d'amour racontée dans le désordre de Trop belle pour toi, les labyrinthes métaphysiques spatio-temporels de Merci la vie, ou la panique de l'écrivain alcoolique forcé de cohabiter avec son cancer, personnifié par Dupontel dans Le bruit des glaçons. De son propre aveu, Blier démarre souvent ses scripts en utilisant des poncifs ou des structures dramatiques classiques qu'il retourne comme un gant pour briser les émotions et le confort intellectuel du public. Souvent inspiré, ses expériences narratives aiment jouer des impasses, des doutes, des bifurcations, comme l'a écrit le critique Vincent Roussel dans son essai Bertrand Blier, Cruelle beauté, récemment publié aux éditions Marest. En 1986, ce barbu fumeur de pipe, plutôt rare dès qu'il s'agit d'expliquer son art, déclarait « Le cinéma est encore trop souvent un art du premier degré. Je vois les choses de manière plus sophistiquée. Je n'ai aucune envie de copier la vie. Au contraire, je dis au public « Je vous raconte une histoire à laquelle je ne crois pas. Ni vous. Mais si au détour d'une scène, il passe une émotion vraie et qu'on y croit, ça vaut le coup. » Or, pour lui, le sentiment qui passe le mieux à l'écran, c'est la méchanceté. Il n'y a rien de plus excitant à l'écran que de voir un mec se faire traiter d'enculé dans la rue. La méchanceté fait avancer un film, elle le fait bouger, il faut que ça cogne.
Une génération de réalisateurs, Quentin Dupieux, Gustave Kervern et Benoît Delépine, Alexandre Astier, se revendiquent ouvertement de son méta-cinéma, gouailleur et provocateur, lyrique ou grand guignolesque. Gageons qu'ils apprécieront le conseil suivant. Au stade de l'écriture, j'accouche de choses effroyables, impossibles à filmer telles quelles, mais extrêmement jouissives en soi. Ensuite, il faut gommer, peaufiner, équilibrer, puis inventer les images justes. On peut tout dire, tout faire admettre si c'est esthétiquement valable. C'est à ce stade qu'on évite le scandale gratuit. Dans un salon du 9e arrondissement de Paris, les deux mecs du premier épisode se recalent dans leur fauteuil pour le dernier acte de ce dialogue, avant l'entrée en scène d'un troisième personnage qui était là depuis le début. Bertrand Blier. Yes. Faut que je vous raconte un truc. J'ai écrit des romans. Ils ont été publiés. Mais je n'ai jamais écrit de scénario. Enfin, une fois, si. J'ai participé au scénario d'un long métrage qui est sorti en salle, qui s'intitule « Si tu voyais son cœur » de Johan Chemla, avec Gaël Garcia Bernal, Marine Vact et Karim Leclou. Une histoire d'amour entre deux paumés à Marseille, adaptée d'un roman cubain de Guillermo Rosales. J'ai travaillé 1 semaine sur le script et à l'écran, de toutes les scènes que j'ai écrites et proposées, il reste une scène muette de 30 secondes dans un cimetière et peut-être une réplique, mais je ne sais plus si c'est moi qui l'ai trouvée. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'apprendre un peu à écrire un scénario ? 2 ou 3 combines ? Non, il n'y a pas de combine. Il faut que vous écriviez pour vous. Pour votre plaisir à vous. Comment est-ce qu'on démarre, idéalement, un scénario ? D'abord, il faut choisir le style dans lequel on veut écrire. C'est-à-dire sa bonne fréquentation, mauvaise fréquentation. Le genre. Le genre. Alors là, c'est là que ça va commencer, tiens-toi bien. Les flics ramassent la bagnole. Le Merlin vient la récupérer au commissariat. Il voit qu'elle est intacte. On lui a bien tranquillement cisaillé la roue avant. Piop ! Tu piges ? Hein ? La roue qui se taille ! C'est pas beau, ça ? Dans un virage ! Avec plein d'arbres ! Donc, une fois qu'on a appris ça, on a écrit la première phrase, qui est la clé de l'écriture. Celui que vous avez là. Votre dernier roman ? Gilles Desbronches, la première phrase est très importante. Ma mère, un jour, a voulu se balancer par la fenêtre. Quand on écrit ça, on est tranquille, on a gagné la journée. Vous avez dit, si le départ est passionnant, le reste n'est qu'une enquête sur la première scène. La première phrase, elle est importante parce qu'elle met le pied sur un espace dangereux et émouvant. Mais quand on a une première phrase, on a en général une deuxième. Et très vite, on est à la fin du premier chapitre. Le secret de l'écriture, c'est d'écrire vite. Il ne faut pas se prendre le chou, il faut y aller à fond, quoi. Pour trouver une énergie, une sincérité que Houellebecq a, par exemple. Houellebecq avait ça. Avait. Le premier Houellebecq que j'ai lu, je me souviens, ça m'avait frappé, quoi. Cette espèce de jet d'encre, comme ça, dans la gueule. C'était bien. De tous vos films, quel est votre début préféré ? Je me suis demandé si c'était le monologue désabusé de Patrick Devers dans Beau-Père, ce pianiste raté pour couple dans un grand restaurant. Oui, c'est celui-là, oui. Voilà, c'est surtout parce qu'il y a Patrick. J'ai écrit d'une traite et je l'ai joué, moi. Vous avez joué ce début-là ? J'ai joué parce que il y a un moment, je voulais entraîner Patrick dans des directions avec lesquelles il était un peu récalcitrant. Je lui avais fait une lecture en auditorium, à ma manière. C'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique, au dernier étage d'un hôtel international avec vue imprenable sur la capitale. Je pouvais leur jouer n'importe quoi, Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible, juste un peu d'ambiance, quelque chose de ouaté, comme un velours. Pour accompagner leur Saint-Émilion, leur shrimp cocktail, leur T-bone steak. Alors je jouais pour moi tout seul, des vieux airs de Bud Powell, dont j'essayais de retrouver le phrasé.
sans jamais y parvenir, car je ne parvenais jamais à rien. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie, et j'avais 29 ans et demi. Il me restait plus que 6 mois. Et lui, il a répété le monologue derrière, mais à ma manière. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi il est amoureux. Ou triste. Parce que sa femme l'attend. Ou parce que sa femme ne l'attend plus. Parce qu'elle vient de le quitter. Ou parce qu'elle va le quitter. Que moi je le joue, c'était bien parce qu'il pouvait pas me dire c'est pas comme ça qu'il faut le jouer puisque c'était moi l'auteur. Donc il n'avait qu'à fermer sa gueule et à dire le texte. C'est ce qu'il a fait et il est formidable. 3 de vos films démarrent par une personne qui pousse un caddie de supermarché. Ah, ça, c'est intéressant. Il faut écrire un livre, Le caddie chez Bertrand Blier. Non, mais... C'est un must, à mon avis. Il y a d'abord Les Valseuses, en 1974. Merci la vie, avec Charlotte Gainsbourg, en 91. Et le dernier, Convoi exceptionnel, en 2019, avec Depardieu coincé dans un embouteillage. 3 fois sur 19 films, ça commence à faire signature. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Jusqu'à la mort, nous ne sommes que des consommateurs ? Non, je pense que c'est le plaisir de faire rouler un caddie. De pousser un caddie. Pourquoi je pousse un caddie? Qu'est-ce qu'il y a dans ce caddie? M'emmerde ce caddie! Mais j'avais qu'à pas le pousser! C'est un plaisir, ça ? C'est un plaisir, oui, quand vous allez, vous faites pas vos courses. Bah ça m'arrive, mais j'ai pas de plaisir à pousser le caddie. C'est parce que vous faites des courses trop légères. Si vous prenez 2 gigots, c'est déjà plus intéressant de pousser le caddie. L'image est intéressante. Ça roule, ça bouge, et il y a des mecs qui regardent, ou des femmes. Il y a une sensualité des courses. On fait des courses d'une manière sensuelle. Il y a des gens qui achètent rien, parce qu'ils sont padrons. Puis il y a des gens qui achètent beaucoup, et qui jettent après. C'est ma vie que je pousse. Dans votre caddie? Je pousse ma vie dans mon caddie. Non, parce qu'il n'y a rien dans votre caddie. Il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un souvenir. C'est une vie de merde, votre vie. Et ça, c'est intéressant à filmer. Intéressant à filmer. Il y a plus. La Chapelle Sixtine, c'est bien aussi. Mais le mouvement que ça implique, le caddie de supermarché, déjà, on est dans un début de film. On est dans un travelling. La caméra bouge. Et c'est ce qu'avait très bien compris Kubrick. Le début de Orange Mécanique, qui est un film qui est sorti largement avant Les Valseuses. C'est des films qui inspirent. Lui, il savait faire rouler les caddies. Combien faut-il de personnages principaux ? Alors vous avez tranché. C'est souvent un trio qui doit gérer ces aléas sentimentaux. Voici une bonne théorie de Bertrand Blier sur ce choix. De toute façon, le couple, c'est toujours 3 personnes. C'est la structure parfaite qui n'a pour destin que d'être détruite. Mais chez moi, le tiers menaçant, au lieu de le repousser, on l'intègre. Tout est plus facile à 3. On s'emmerde moins, il y a plus de personnages. À 2, c'est un peu collant. À 3, il y en a un qui a la bagnole en bas. Il y en a un qui a du pognon, les autres pas. Il y en a un qui bande davantage. Il y a toujours un mec qui est avantagé par la vie. Et ça crée un déséquilibre qui crée du dramatique. Et ça crée un malheur. Le trio amène des conflits. Du bordel. Ça se passe pas bien. Puis il y a partage. Les 2 mecs partagent la fille, la plupart du temps. Ou les 2 filles partagent le mec, comme dans Merci de la vie. Oui, bien sûr. Vous avez dit, si j'avais été un peu moins con, je serais certainement devenu écrivain. Être écrivain, c'est avoir une liberté absolue sur son œuvre. Le cinéma dépend malheureusement de plusieurs contraintes, essentiellement économiques, qui font que vous n'êtes pas absolument libre. Quand j'écris un scénario, j'essaie de faire comme si j'écrivais un roman, sans pour autant trop le charger. L'idéal serait d'écrire un roman entier pour chaque film, à l'image des Valseuses, mais une vie n'y suffirait pas. On n'a pas 10 ans pour écrire un scénario, faut que je me démerde pour aller le plus vite possible à la fin, 2 ou 3 mois. Alors je me suis quand même demandé pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas plusieurs années pour écrire un scénario, puisque les écrivains mettent à peu près 2 ans en moyenne, parfois plus, parfois moins, pour écrire un roman. Pourquoi il faut que ça aille vite ? Parce qu'il y a une urgence dans le cinéma. On a un truc à faire lire, il faut le faire lire aux acteurs, aux partenaires financiers. Si on n'attend personne et qu'on attaque, bille en tête, il y a des producteurs qui disent « ils ont envie de le tourner, on va le faire ». L'excitation circule. Et on fait les films pour ça. Non, je vais déposer les pages. Des pages? Quelles pages? Les nouvelles pages.
Ah, il y a des nouvelles pages, il y a des nouvelles scènes. Ils arrêtent pas d'écrire, donc forcément, il y a des nouvelles scènes. Mais les gens vont rien comprendre. Et ça fout la pression, parce qu'il faut avoir les idées très rapidement. 3 mois, c'est très très peu pour une histoire. Non, ça va, 3 mois, ça va. Ça vous est arrivé de n'avoir qu'un mois pour écrire? Ah oui. Buffet froid, j'ai tout écrit en 12 jours. 12 jours, ça remet les pendules à l'heure. Mais 12 jours, c'est la première version ou c'est tout le scénario? Non, tout. Alors arrêtons-nous là-dessus. Comment vous faites pour écrire ça en 12 jours? De 8h du mat à 20h, vous êtes devant votre bureau? Faut travailler. Hein. Il y a des personnages qui font des trucs sans se poser de questions. Refus de la psychologie? Oui, il y a ça, refus de la psychologie. Je l'avais écrit au stylo, simplement comme ça, comme un lycéen, quoi. Et dès le début, vous saviez que l'histoire formait une boucle? Oui, je le savais, bien sûr. Que l'ange de la mort finale incarné par Carole Bouquet était la fille du mec tué dans le métro au tout départ? Bien sûr. Non, mais là, ça, c'est facile, c'est un scénario facile à écrire. Pas si simple quand même, hein. Ce scénario, vous l'avez souvent appelé l'équation parfaite. Les gens tuent, quoi. À partir du moment où on part du principe que tout le monde tue tout le monde, le scénario est facile à écrire. Dès qu'un mec gêne, on le zigouille. Mais c'est une décision que vous prenez avant de vous mettre au travail, quasiment? Avant ou pendant les premiers jours. Qu'est-ce que vous lui vouliez? À Alphonse Tram. C'était simplement pour le tuer. Ah bon, fallait le dire. C'est lui. Oh, vous êtes vaches, les mecs, merde! J'ai des gosses! Désolé, Tram. J'ai un contrat à remplir. Merci, les gars. Vous m'avez fait gagner du temps. Je me suis demandé si ce qui vous permet de l'écrire si vite, Buffet froid, en 12 jours, c'est justement parce que c'est à la confluence de votre passion pour le roman noir, c'est-à-dire justement, il y a des meurtres toutes les 15 minutes, et de peut-être votre connaissance du théâtre de l'absurde. Ionesco, peut-être Beckett, peut-être Jarry. Il faut les connaître. Vous lisiez ces gens-là? Non, pas vraiment, mais je les connaissais quand même. Parce que vous les avez étudiés où? À l'école? Dans la bibliothèque de mon père. Le scénario initial de Buffet froid comportait 7 cartons qui balisaient le récit de manière très claire. Je vais les lire. Comment j'ai tué mon premier mec? 3 petits points. Comment je suis devenu veuf? 3 petits points. Comment je m'y suis fait? Comment j'ai tué mon deuxième mec? Comment j'ai trouvé le bonheur? Comment j'ai tout perdu? Et enfin, écologie, dénouement. C'est beau. Hein. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'il y a de mieux dans le scénario, je pense. Et vous les avez enlevés, ces cartons? Ils avaient pour projet d'apparaître à l'écran? Non. Non, c'était pour lancer l'écriture. Comment j'ai tué mon deuxième mec, ça c'est bien. Ça. C'est presque un titre de roman noir, en l'occurrence. Oui. Oh, mais j'en ai en réserve. Des titres? Ou des romans noirs? Les deux. Vous avez des romans noirs en réserve, là, dans les armoires? J'ai des débuts d'histoire, j'ai plein de trucs. C'est normal, on écrit tout le temps. Vous avez écrit ce matin? Non, ce matin, j'étais tranquille. Hier, vous avez écrit? Non, là j'ai fini, je viens de livrer un roman qui est en librairie. Ouais. Je me repose. Ok. Mais la prochaine fois, ce sera un film. Fragile des Bronches? Peut-être, pas sûr. Non, je voudrais bien faire Fragile des Bronches, qui me plairait beaucoup, mais... On peut changer d'avis, on peut avoir des... Mais ça sera celui-là, oui, je crois. Vous avez commencé le scénario? Non. Il est écrit, là. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est entre les mains d'un producteur? Pas encore. Ça mijote. Comme une bonne soupe? Oui, il faut mettre des croutons dedans et... Un pot-au-feu? C'est pas mauvais, cette petite potée. Ouais. Pas de quoi écrire une thèse. Pour préparer vos mouchoirs, vous avez parfois écrit en écoutant le concerto pour clarinette de Mozart. Au deuxième mouvement, l'andante dure 5 minutes, et quand l'andante était fini, vous aviez fini d'écrire la scène. Oui, ça, c'est bon, ça. Vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence. Gérard de Brunner, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Le scénario de Trop belle pour toi en 89, il est quasiment écrit au casque avec Schubert à fond. Pas trop à fond quand même, parce que Schubert, ça rend un peu barjot. Enfin, en tout cas, en écoutant Schubert. En écoutant Schubert et en regardant Gérard Depardieu, qui est énorme. Encore qu'en 89, il n'était pas si gros. Ouais, il a toujours été gros. Il était imposant. Imposant, oui. Là, il est énorme. Énorme. J'ai commencé à écrire en mettant du Schubert, les impromptus. C'est agréable en mangeant. Ça donne de l'appétit.
Quand on écoute ça, on écrit ce que j'ai écrit. C'est de la musique romantique, hein. Ça n'a jamais été écrit pour être gay. C'est triste. Non, mais il y a des limites. Écoute-moi ça, on a l'impression que c'est la fin. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tronche, ton Chaubert, pour nous pondre une musique aussi triste? Il était très malade et malheureux. Oui, bah ça se sent. Il a bien fait passer le message. Merci pour l'ambiance. Passons au dialogue. Pourquoi est-ce que Michel Audiard est aussi respecté pour ses dialogues? Qu'est-ce qu'il a réussi à cristalliser? Une gouaille populaire associée à un esprit typiquement français? J'ai souvent réfléchi au problème de Michel Audiard, qui est considéré comme un écrivain majeur. Je me suis demandé pourquoi, parce que moi, me trouvant dans une situation non pas identique, mais pas éloignée tellement de celle d'Audiard, il y a le plaisir, la notion de plaisir. Il n'a pas écrit 15 films uniquement pour gagner de l'argent, il avait le plaisir de le faire. Quand j'écris pour Depardieu, par exemple, j'ai l'impression de ne pas travailler, j'ai l'impression d'être à la pêche. Tiens, viens là, paf! Bon, voilà, et t'es mort. Une truite. Oui, une grosse truite. Vous avez une théorie concernant les dialogues. Refus du réalisme. Vous le fuyez, le réalisme. Vous détestez ça. Vous n'essayez pas de différencier vos personnages entre eux. Ils et elles ont tous et toutes un style verbal proche du français débraillé qu'on entend dans n'importe quel milieu social. C'est un vrai choix. Ouais, singulier. En général, en littérature, par exemple, on donne facilement comme conseil chaque personnage doit parler différemment. Différemment, avec élégance. Ou inélégance, mais en tout cas, tous les trois, par exemple, on parle pas de la même manière. Non. C'est l'histoire d'une preneuse de son, avec un pull jaune, au milieu d'un salon, qui est silencieuse depuis le début, et qui se dit, tiens, il y en a enfin un des deux qui parle de moi. Et c'est vrai que je parle pas comme eux. Et vous, tous vos personnages parlent pareil? Oui, parce qu'ils sont tous de ma famille. C'est des Blier. Chez les Blier, on parle mal, comme ça. On parle mal, mais avec de la poésie, quand même, avec des images. Bah oui. Quelle est votre réplique préférée tirée de vos films? T'as une belle gueule, mais t'as pas inventé le caoutchouc mou. Ne t'occupe pas de ma belle gueule. Je le sais bien que j'en ai pas une. C'est pas tous les jours marrant à porter. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Une réplique de Gérard Depardieu dans Tenue de soirée. Alors, vous pratiquez beaucoup la rupture de ton. Oui. Dans une même situation, on passe du triste au comique et inversement, du grotesque au poétique. Vous soufflez le chaud et le froid. Par exemple, la truculence violente des valseuses est tout à coup heurtée, percutée par l'entrée en scène du personnage de Jeanne Moreau. Ça vous dirait de coucher avec une vieille? Bouleversante, mélodramatique au point le plus noble. Mais je vois pas de vieille ici. C'est presque un film dans le film quand elle arrive. Oh, madame, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ah non, je tiens beaucoup à vous remercier. Oui, ça m'a fait très très plaisir de déjeuner chez vous, vraiment. D'autant plus que je sors de prison, vous voyez. J'ai passé 10 ans dans une cellule humide et froide et ça fait plusieurs années que mes règles ont disparu. Plus de sang, c'est fini. C'est un changement de rythme auquel j'ai pensé dès le début. J'avais le personnage de Jeanne Moreau dans la tête, bien avant qu'elle existe. Puis il y avait beaucoup de pages dans le bouquin là-dessus. C'est un personnage pour lequel j'ai dû me documenter un peu. Téléphoner à des journalistes. C'est vrai? Acheter des bouquins, oui, bah oui. Il y a des prisons spéciales quand même. Est-ce qu'elles ont la même expérience de la prison que nous? Je voulais quand même pas écrire n'importe quoi. C'est un personnage incroyable. Incroyable, oui. Notamment pour aussi toute la mélancolie qu'elle a à parler de sa sexualité qui a disparu. Oui. Et le cadeau que vont lui faire ces deux mecs paumés. Qui sont vraiment des brutes. Ouais, des brutes, mais des enfants dans ses bras aussi. Oui. Et le dénouement, le retour de ses règles, si je puis dire, vous l'aviez aussi dès le départ? C'est arrivé, oui, cette image, sûr. elle s'est imposée très vite? Bien sûr. Et la mort par le sang, ça c'était dur à tourner. Hein. Ça demandait une grande impudeur, ça devait être réussi, très fort, et puis il fallait que ça soit surprenant. Parce qu'il y a une pudeur de l'auteur aussi, il y a une pudeur des acteurs et une pudeur de l'auteur. Quand on écrit, pour une fille comme Jeanne Moreau, il faut quand même pas déconner. Parlons de structure. Vous adorez provoquer des carambolages dans l'histoire, faire intervenir un élément perturbateur qui remet tout en cause. Le surgissement d'un personnage ou d'un groupe de personnages qui font prendre une autre inflexion à l'histoire, comme le môme surdoué dans la dernière partie de Préparez vos mouchoirs,
ou Michel Galabru dans Notre Histoire, qui vampirise un peu le récit amoureux entre Delon et Nathalie Baye. Comment est-ce qu'on dose le carambolage ? Comment est-ce qu'on arrive à trouver trop ou pas assez ? On dose pas. C'est jamais dosé, c'est toujours en équilibre instable, un carambolage. Viens me chercher s'il te plaît, j'ai besoin de protection. Je suis embarquée dans une histoire, c'est pas du tout de mon âge. Allô ? Papa, je t'appelle au secours. Pourquoi il me répond pas ce con-là ? Je lui parle, il me répond pas. C'est des gens qui font des choses auxquelles on s'attendait pas. Passe-le-moi. Je lui joue du violon. Pour casser le confort, vous utilisez cet effet de signature à la Blier. Dans presque tous vos films, les personnages s'adressent au spectateur via la caméra, comme pour le prendre à témoin. À la fin de Tenue de soirée, 3 coups d'œil et des sourires de Michel Blanc. À la fin de Trop belle pour toi, Depardieu qui laisse éclater son exaspération à propos de Schubert. Dans les acteurs, moi j'adore quand Michel Serrault dit « Il était temps que j'arrive, on commençait à s'emmerder ». Ou dans Le bruit des glaçons, Dujardin qui trahit son désespoir de voir débarquer son cancer chez lui. C'est comme si la preneuse de son se mettait à parler maintenant, pour vous demander si tout va bien pour vous. Parce que les deux autres, ils prennent quelques libertés dans l'interview. Ça, c'est pas mal pour désarçonner les attentes aussi. Ce sont des astuces sympathiques. Pas très logiques, mais sympathiques. Le cinéma est merveilleux quand on ne comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est merveilleux, parce qu'on cherche des solutions. Mais c'est la grande leçon de l'un de vos maîtres, c'est Lynch. David Oui. Lynch, il passe son temps à nous perdre. Oui, bien sûr, et il a raison. Vous dites, vous, Bertrand Blier, qu'il faut laisser des plages où le spectateur utilise sa propre imagination. Des portes ouvertes. Dans Trop belle pour toi, l'histoire, a priori, est un peu banale, plate, peu palpitante. Depardieu joue un homme qui tombe fou amoureux d'une femme, Josiane Balasco, a priori moins attirante que son épouse, interprétée par Carole Bouquet. Mais là, c'est la manière qui compte. Les allers-retours dans le temps, les ellipses, la science du montage, les scènes parfois très courtes, la participation active du public qui essaye de remettre les pièces du puzzle amoureux dans le bon ordre. Il faut que le spectateur se démerde. J'ai plus rien dans mon casque. Et les gens aiment bien ce genre de truc. Ils aiment bien quand on leur dit « Il y a votre mère qui vient de mourir, il faudra peut-être aller la soigner ». Il faut que ça suive. C'est passionnant, mais ça joue des tours, parce que le public est fragile quand même. Est-ce que le scénario de Trop belle pour toi était écrit dans l'ordre chronologique ? Non. Le scénario de Trop belle pour toi a été écrit en plusieurs fois. Il doit y avoir 2 ou 3 versions. Il faut qu'un film ressemble à un film. Une histoire à une histoire, voilà. Sinon, si un film se met à ressembler à un poisson, c'est Murakami. J'aimerais bien voir un film qui ressemble à un poisson, quand même. Bon, il suffit d'avoir un bon bocal important. Bah, ça serait un film, ça serait pas un poisson. Non, parce que le poisson peut parler. Chez Murakami, ouais. Chez Murakami, il parle. Mais chez Blier, il pourrait parler aussi, le poisson. Ah oui, bien sûr. On est en plein tournage, là. Oui, mais enfin, on peut couper dans un tournage. Mais le personnage principal, j'ai encore des choses à lui faire dire. Ah oui, mais ça, je reviendrai. On sera à un rendez-vous différent, plus secret. Plus secret ? Plus secret, oui. Dans une ruelle ? Dans une ruelle. À minuit ? Oui, avec un chien qui traîne. Un chien ? Qui essaye d'obtenir un morceau de... Bidoche ? Oui. D'où vient cette bidoche ? Elle est tombée pendant le repas, parce que les 2 mecs, ils ont mangé dans un restaurant secret, connu d'eux seuls. Ils ont fait tomber de la viande par terre et le chien était... Et où est-ce qu'il nous emmène ce clébard si on se met à le suivre tous les deux ? On va le buter. On va le buter ? Ah bah oui, un chien, c'est pas un problème. Il y en a pas un des deux qui aime les animaux ? Non, ils sont trop mauvais, ils sont méchants. Est-ce qu'il faut faire rentrer un 3e personnage, par exemple un personnage féminin qui porterait un pull jaune et qui nous encouragerait à pas buter le clébard ? Ah non, mais moi je déteste les cabots, on le fume. Bon, si on le bute pas, on va en faire quoi ? Ah, on l'accompagne. Il nous emmène, peut-être que c'est lui qui nous amène vers la scène suivante. Y a pas de metteur en scène dans ce film de merde ? Où il est ce con de Blier ? Il en a rien à foutre, il est déjà en train de tourner un autre film. Ah oui. Le cinéma français se sent mal, là, tout d'un coup. Vous pensez que ce film, il faut pas le tourner ? Faut pas tourner. Merde alors. J'ai l'impression que c'était mon début dans le cinéma. Je cite encore un exemple. Notre histoire, avec Delon et Nathalie Baye. Les règles du récit classique volent en éclats, mises en abîme. Les personnages commentent le récit en permanence, racontent ce qu'on voit à l'écran. C'est une histoire qui commence dans un train. Quel genre d'histoire ? Il y a un type tout seul, dans un compartiment de première classe. Un type pas mal. Il a pas l'air d'avoir le moral.
Il a plutôt l'air d'avoir envie de se balancer par la portière. Ça marche jusque-là? Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. Ça marche. C'est vraiment écrit comme un conte pour enfants. Hein. Pour enfants qui aiment la bière. Ouais. Ce qu'il y a de marrant, c'est que Alain Delon vous a dit oui pour jouer dans le film. Il a fixé des dates de tournage assez précises et vous n'aviez pas une ligne. On n'avait rien. Mais donc ça fout pas la pression, ça, de devoir écrire sur commande? C'est-à-dire qu'il faut trouver des réponses très rapidement. Il faut pouvoir écrire un scénario en 15 jours. Ça vous est jamais arrivé d'avoir une panne? Ça m'est pas arrivé, non. La vraie panne. Dans le genre, j'appelle le producteur, je peux plus. J'ai pas d'histoire. J'ai rien. Ou j'ai pas la fin. Non, ce qui m'est arrivé, c'est que parfois, on n'a pas d'histoire. On va voir le producteur, on lui dit, écoute, moi... J'ai plus rien dans mon casque. Vous avez déjà dit ça à un producteur? Oui, et le producteur répond, t'es complètement con, allez, va travailler, va, tu vois bien que je suis occupé, je suis avec les Italiens en train de négocier. Vous n'auriez pas un peu de monnaie pour un vieux producteur de film sur la paille? Je croyais que les producteurs de films, ça se faisait un max de thunes. Pas quand c'est des bides, hein. Qu'est-ce que vous avez produit comme film? J'ai commencé jeune, hein. J'ai commencé par un film de jeune. Ça s'appelait Fragile des bronches. Ça intéressait personne. Vous savez la différence qu'il y a entre la vie et le cinéma? Eh ben, dans la vie, on meurt. Au cinéma, on meurt jamais. Jamais. Bertrand Blier, est-ce que vous connaissez le test de Bechdel? Je sais pas ce que c'est. Non. C'est un test inventé par une dessinatrice et militante féministe américaine, Alison Bechdel, qui veille à la manière dont sont représentées les femmes au cinéma. Pour chaque film, Alison Bechdel suggère de se poser 3 questions. Y a-t-il dans le film au moins 2 femmes dont nous connaissons le nom et le prénom? Arrive-t-il à ces 2 femmes de parler ensemble? Si oui, parlent-elles de quelque chose qui n'a aucun rapport avec un homme? Et à peine un peu plus de la moitié des films recensés passent le test. Ça va leur plaire comme scène, tous ces dégueulasses. Quelle scène? Ben, nous deux sur notre terrasse. Avec la nuit qui tombe. À ton avis, qu'est-ce qu'ils attendent? Qui ça? Les dégueulasses. Les amateurs de croustillants. Il y a personne. Il y a pas une âme à 10 km à la ronde. 2 filles sur une terrasse, quelles que soient les 2 filles, même Tartouille ou Biglos, il y a forcément un mec qui mate. Hein. Si vous aviez 30 ans aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous vous poseriez ces questions en tant que scénariste? Bien sûr que non. Non? Non. Vous seriez pas le produit de votre époque avec une plus grande attention portée aux personnages féminins? J'ai une plus grande attention déjà. Oui, et d'ailleurs ça a évolué au fil de votre filmographie. Et notamment à partir de votre rencontre avec Anouk Grimbert, vous vous mettez à avoir des héroïnes, des duos d'héroïnes. Les femmes prennent de plus en plus de place dans votre cinéma. Et on en arrive même à le dernier plan de Mon Homme en 96. On est censé se dire quelque chose? Quand le personnage de Mac violent et con, joué par Gérard Lanvin, s'adresse à la caméra et dit « Pardon ». Pardon, Marie. Je me souviens de ça, oui. Pardon, les femmes. D'ailleurs, concernant la misogynie dont on vous accuse depuis 50 ans, vous avez un jour répondu que dans vos films, les hommes ont toujours le sale rôle. Ce sont tous des crétins, des lâches, aucun d'eux n'a la clé du monde féminin, ils ne savent pas comment ça marche, soit parce qu'ils sont très machos, comme dans Les Valseuses, soit parce qu'ils sont trop amoureux, comme dans Préparez vos mouchoirs. Même dans Beau-père, Patrick Devers joue un loser consternant. Tous les hommes de ma génération ont démarré macho, moi comme les autres, mais être macho aujourd'hui, c'est être demeuré. Je sais que vous avez beaucoup aimé la dernière Palme d'Or, Titane, de Julia Ducournau. Ah oui, c'est un film qui m'a embarqué, avec une puissance de tir. C'est extraordinaire, je veux dire, c'est très fort, oui. Je la connais pas, mais elle a l'air sympa. Ce qui est intéressant, c'est quand on a envie de faire les films des autres. Ça arrive. Tout le monde sait dire oui, même un piaf, il sait dire oui. Il n'y a pas besoin d'être un humain. Même mon téléphone, il sait dire oui, tiens, regarde. Dis oui. Oui. Voilà, t'as payé 20 balles, ce truc de merde. Attends. Reste, j'en supplie, tu vas voir. Reste. Alors, nous approchons de la fin de ce dialogue.
Mais avant, est-ce qu'on peut parler d'argent, de pognon, le mot et la chose qui revient dans tous vos films, ce pognon qui fait souvent défaut aux personnages, qui le cherche, le vole et le dépense sans cesse, en gros ces petites coupures, en se le jetant souvent au visage. On peut parler de ça ? Un petit peu ? Je sais pas s'il y a des exemples dans mes films. Il y a du fric tout le temps. C'est incroyable le nombre d'occurrences de l'argent dans vos films. Ah ouais ? Ah ouais, c'est fou. Mais elle allait me dire où était son pognon. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Des cambrioleurs! D'abord, où est votre pognon? Ça fait 1 heure qu'on désosse. Mon pognon n'est pas pour ta gueule. À partir de quelle somme considérez-vous que les conditions de l'écriture sont réunies pour pouvoir écrire un scénario? Qu'est-ce qu'on doit demander à un producteur? Le max. Mais c'est quoi le max? C'est quoi le correct en euros? Je sais pas, en euros... 2 ou 3. 3 euros? Non, 3 millions. 3 millions d'euros? Oui. 3 millions d'euros pour un scénario que parfois vous écrivez en 12 jours. On part de rien, on écrit une histoire, ça fait 3 millions. Ça, c'est correct. À prix correct. C'est ce que vous encourageriez à des scénaristes de 30 piges de demander à un producteur? Ils ne l'obtiendraient pas. Et qu'est-ce qu'on doit demander au minimum quand on n'a pas eu de succès auparavant? Rien, on est dans la merde. Quand on n'a pas fait de succès, il faut demander moins. C'est quoi le bon dosage avec pour vivre? Vous savez bien combien il faut pour vivre. Il faut toujours beaucoup d'argent. Il ne faut pas être auteur de film, et à ce moment-là, il faut faire autre chose. Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à vos films, à vos romans? Un son. Une mobilette, une mob ou une moto qui passe dans un terrain vague et qui casse l'ambiance. Dans un parking de supermarché à l'abandon, la nuit, avec des caddies qui bougent légèrement parce qu'il y a du vent, alors ça les fait tourner. Et il y a un mec, un crétin, qui est sur une moto et qui prend des virages de folie. Tout seul. Voilà. Comment devrait se terminer cette conversation si on devait faire appel à un scénariste? Est-ce que je devrais me balancer par la fenêtre? Ça fait un écho avec le début du roman Fragile des Bronches. À votre avis, comment doit se terminer ce moment? Avec une boisson. Quelle boisson? Un vin rouge, un vin blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste au blanc, ou les deux. Bon, après, il faut une sieste. On en est déjà à 4 bouteilles. D'où l'utilité de la sieste. 1 heure ou 2 de sieste. Alors, quand on se réveille d'une sieste, on a toujours un peu la bouche pâteuse. Alors, là, je repars sur du blanc pour m'éclaircir un peu les idées. Ensuite, piscine. Été comme hiver, ça fait du bien de se décrasser, de remettre un peu la machine en route. Et puis ensuite, on en arrive à l'heure fatidique, l'apéro du soir. Voilà. Est-ce qu'on attend l'heure officielle? Est-ce qu'on anticipe? Moi, j'aime pas perdre de temps. À 18h, j'attaque et là, je m'éclate la tête. Ce qui s'appelle vraiment boire. On devrait boire un coup? Oui. Un petit vin blanc? On n'est pas obligé, on peut le faire, mais... on va le faire. Merci beaucoup, Bertrand Blier. Mais de rien, c'est un plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, les écrivains au travail. Très grand merci à mes collaborateurs exceptionnels. Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, Sylvain Cabot pour l'illustration, Samuel Hirsch pour les musiques originales, sans oublier Maya Barou pour sa réinterprétation de notre générique à la flûte, à laquelle elle a mêlé sa voix, comme vous pouvez l'entendre en ce moment même. J'en profite pour remercier ma consoeur Eva Bester et pour vous signaler que la version scénique de Bookmakers, créée à Brest lors du dernier festival Longueur d'onde, sera présentée ce dimanche 22 mai à Lyon, à la Villa Gilet, lors de son festival de littérature live. Avec Samuel, Charlie et le retour de ce bon vieux Baptiste Dupin, nous vous y attendons, venez nombreux. Le mois prochain, je recevrai Yakuta Alikavazovic. Side